La porte de la cuisine claqua si fort que le pisé des murs libéra une fine poussière dans l'air chaud de l'après-midi. Marianne était là, agenouillée sur le sol en ciment lissé, nettoyant les débris d'un bol qui avait glissé de ses mains tremblantes alors qu'elle préparait le ragoût de haricots. La petite Isabelle jouait dans la cour en terre battue avec 3 cailloux qu'elle prétendait être des poupées, faisant des voix différentes pour chacun d'eux, et souriant seule dans ce monde qu'elle seule pouvait voir. Elle n'avait que 6 ans, des cheveux châtain clair attachés en une queue de cheval lâche, ses petits pieds nus couverts de la poussière rouge de la campagne aride. C'est dans ce moment d'innocence pure que le colonel Antoine entra comme un orage de mars, ses petits yeux durs fixés sur la fillette qui bloquait le passage vers le salon avec ses pierres éparpillées. « Enlève-moi ces saletés de là, petite peste !» gronda-t-il de sa voix rauque qui faisait se cacher les chiens sous la table. « Cette maison n'est pas une porcherie. » Et avant qu'Isabelle ne puisse ramasser ses cailloux, la main lourde du vieil homme agrippa le bras maigre de l'enfant et la tira avec une telle force qu'elle poussa un cri aigu de douleur. Marianne laissa tomber les tessons et courut, ses pieds encore mouillés glissant sur le ciment. « Ne la touche pas !» cria-t-elle en se jetant entre son beau-père et sa fille, poussant la large poitrine de l'homme de ses 2 mains. Antoine ne recula que d'un pas, surpris. Mais ses yeux se plissèrent dangereusement. « Oh, et puis quoi encore? Maintenant tu me donnes des ordres, espèce de rien du tout !» cracha-t-il les mots avec colère. Isabelle s'agrippa aux jambes de sa mère en pleurant doucement, ses petits doigts serrant le tissu fin de la jupe en coton usé. « Ce n'est qu'une enfant, » dit Marianne en gardant les bras ouverts. « Laisse-la tranquille. » Le colonel fit un pas en avant et cette fois il n'hésita pas. Sa main ouverte partit vite et frappa le visage de Marianne avec un claquement sec qui résonna dans toute la maison. Elle vacilla sur le côté mais ne tomba pas, se mordant la lèvre jusqu'à sentir un goût de fer dans la bouche. Elle n'allait pas lui donner le plaisir de voir ses larmes, pas devant Isabelle. Du couloir apparut Madame Lourdes, une assiette de gâteau de maïs à la main, ses cheveux teints en noir arrangés en un chignon haut. Elle regarda la scène avec cette expression d'ennui que Marianne ne connaissait que trop bien. « Tu vas pleurer maintenant, ma fille », dit Lourdes d'une voix traînante, avant de prendre une bouchée de gâteau. « Toujours à te faire passer pour une martyre, toujours à te jeter devant comme si tu étais une héroïne. C'est fatigant, tu sais. » Elle mâcha lentement, regardant Marianne comme on regarde un animal sans intérêt. « Cette gamine ne vaut rien non plus. Elle tient de son père. » Isabelle sanglotait, agrippée à sa mère, tout son petit corps tremblant. « Laisse ma maman, grand-mère, » réussit-elle à dire de sa petite voix. « S'il te plaît. » Antoine rit à un son sec et sans joie. Maintenant même, la morveuse veut donner des ordres. Il retira sa ceinture de son pantalon d'un mouvement répété, le vieux cuir épais se balançant dans l'air comme un serpent prêt à frapper. « Je vais apprendre à cette peste à respecter ses aînés. » Marianne tira Isabelle derrière elle, sentant le petit corps de sa fille collé à son dos. « Frappe-moi alors, » dit-elle en relevant le menton, même si ses jambes flageolaient. Mais pas elle. La ceinture arriva avec un sifflement en fendant l'air et frappa le dos de Marianne en plein, le cuir mordant la peau à travers le chemisier fin. Elle serra les dents si fort qu'elle sentit sa mâchoire craquer. Elle n'allait pas crier, hors de question. Le deuxième coup fut encore plus fort, ouvrant la peau et faisant tacher de sang le tissu bleu délavé. Isabelle criait derrière elle, le suppliant d'arrêter. Mais Marianne gardait les bras ouverts, formant une barrière. Ses genoux commencèrent à faiblir au 3e coup, mais elle ne tomba pas. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre plus d'histoires qui touchent le cœur, dit Madame Lourdes depuis le couloir comme si elle parlait de la météo. Arrête de faire un scandale, Marianne, tu gâches mon gâteau avec toutes ces pleurnicheries. Elle lécha sa fourchette et continua de manger. Toujours trop dramatique. Depuis le jour où mon fils t'a ramené ici, je savais que tu causerais des problèmes. La ceinture s'abattit une fois de plus, et cette fois, Marianne tomba à genoux, le visage heurtant le sol froid. Isabelle s'agenouilla à côté d'elle, essayant de relever sa mère avec ses petites mains faibles. « Maman, lève-toi » pleurait-elle sans arrêt. « S'il te plaît, maman. » Antoine cracha par terre à côté de Marianne. « C'est comme ça que tu apprends ta place, effrontée, » dit-il en remettant sa ceinture. « La prochaine fois, je n'aurai pas de pitié. » Lourdes retournait déjà au salon. « Nettoie ce sang sur le sol avant que les voisins n'arrivent pour la prière. Je ne veux pas qu'ils voient cette honte, » dit-elle par-dessus son épaule. « Et mets cette gamine au lit tôt. Je ne supporte plus de l'entendre pleurer comme un veau qu'on vient de sevrer. » La porte d'entrée claqua lorsqu'ils sortirent, laissant la mère et la fille seules au milieu de la cuisine.
Le silence lourd n'était brisé que par les sanglots d'Isabelle. Marianne se força à s'asseoir malgré son dos, qui la lançait comme un feu. Elle attira sa fille dans une étreinte serrée. « Tout va bien, mon amour », murmura-t-elle à sa petite oreille. « Maman est là, personne ne te fera de mal. » Mais en disant cela, elle sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était pas seulement la douleur physique qui brûlait son corps, c'était la rage. C'est une rage ancienne et profonde qui grandissait depuis des années à être piétinée dans cette maison. Dans les nuits qui suivirent à la correction, Marianne pouvait à peine bouger. Chaque mouvement de son dos était un rappel brutal du cuir de la ceinture. Elle accomplissait les tâches ménagères lentement, cuisinant, nettoyant, lavant le linge dans le baquet de la cour sous un soleil qui craquelait la terre. Isabelle ne la quittait pas d'une semelle, suivant sa mère de pièce en pièce de peur de rester seule. « Maman, on peut partir d'ici ?» demanda la fillette un soir, en se blottissant sur le matelas fin qu'elle partageait dans la petite chambre du fond. « On ne peut pas, ma chérie, » répondit Marianne en caressant les cheveux de l'enfant. « Mais un jour, on le fera. » Isabelle hocha la tête et serra contre sa poitrine la poupée de chiffon que Marianne avait cousue avec de vieux morceaux de tissu. « Lily a dit que quand je serai grande, on pourra habiter dans une maison rien qu'à nous, » dit-elle en parlant de la poupée, avec un grand jardin plein de fleurs. Marianne sentit son cœur se serrer. Sa fille de 6 ans rêvait déjà de fuite, alors qu'elle devrait penser à des jeux et des sucreries. « Oui, on aura ça, » promit-elle sans même savoir comment. « On aura un jardin si grand que tu pourras y planter tout ce que tu veux. » Le colonel Antoine se pavanait dans la maison comme le maître de tout et de tous, la poitrine bombée, saluant les voisins sur le pas de la porte d'une voix forte et d'un rire faux. Il était respecté dans la communauté, un homme aisé, propriétaire de terres et de bétail. Tout le monde baissait la tête quand il passait. Les femmes de l'église commentaient entre elles la chance qu'avait Madame Lourdes d'avoir un mari si travailleur et si bon pourvoyeur. Si seulement elle savait ce qui se passait entre ses murs. Lourdes était pire à sa manière. Sa langue acérée était plus tranchante que n'importe quelle ceinture. Elle passait à côté de Marianne dans la cuisine et lâchait « Essaie au moins que ce repas soit mangeable. Ma fille, ou encore ta robe est immonde, va t'arranger. On dirait une mendiante. » Quand Marianne servait Isabelle en premier, Lourdes levait les yeux au ciel. « Continue de gâter cette gamine, tu verras ce que ça donnera. Tu vas en faire une autre inutile comme toi. » Marianne se mordait la langue jusqu'au sang. Chaque insulte, chaque humiliation, elle les gardait dans sa poitrine comme des braises ardentes. Elle ne répondait plus car elle avait appris que la discussion gaspillait de l'énergie. Et l'énergie, elle devait la garder pour quelque chose de plus grand. Une nuit, alors qu'Isabelle dormait, la joue posée sur sa poupée Lily, Marianne resta à regarder les fissures au plafond de la chambre. La lune qui entrait par la fenêtre sans rideau éclairait les murs écaillés. Et c'est là, dans ce silence, qu'elle commença à penser à la vengeance. Pas le genre de vengeance qui vient avec des cris et des disputes. Il ne s'agissait pas de s'enfuir, en espérant qu'ils ressentiraient de la culpabilité ensuite. Le colonel et Madame Lourdes ne connaissaient pas la culpabilité, ils ne comprenaient que le pouvoir. Si Marianne voulait les détruire, elle devrait frapper là où ça faisait vraiment mal, dans leur orgueil, leur réputation, l'image qu'ils avaient construite d'une famille parfaite. Antoine se vantait du respect qu'il avait dans le village, de la façon dont tout le monde le voyait comme un homme juste et travailleur. Lourdes paradait aux messes du dimanche, avec ses robes empesées et son chignon parfait. Elle participait à toutes les neuvaines, recevait les femmes à la maison pour la prière hebdomadaire. Sa maison était un exemple d'ordre et de dévotion, ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. La réputation était leur oxygène. Sans elle, ils mourraient étouffés. Et c'est précisément là que Marianne allait serrer. Mais d'abord, elle devait guérir. Toutes les nuits, après qu'Isabelle se soit endormie, elle allait dans la minuscule salle de bain et mouillait un chiffon à l'eau du robinet. Elle le passait doucement sur les blessures de son dos. Parfois, elle prenait un peu d'aloe vera de la plante qui poussait dans la cour et l'appliquait sur sa peau à vif. Elle regardait son reflet dans le miroir brisé accroché au mur. Elle voyait ses yeux cernés, ses épaules tombantes, mais elle voyait aussi quelque chose de nouveau qui brillait au fond. Un feu. Un feu qui n'était pas de douleur, mais de détermination. Les semaines passèrent et la vie dans la maison reprit comme si de rien n'était. Antoine et Lourdes riaient plus fort pendant le dîner, recevèrent des visites, exhibèrent leur maison propre, la nourriture abondante, leur vie organisée. Ils pensaient que le silence de Marianne était une reddition. Ils ne savaient pas que c'était une stratégie. Elle commença à tout noter dans un vieux cahier
trouvé au fond d'un placard de la cuisine. Elle le cachait sous son matelas, et toutes les nuits, quand elle était sûre que tout le monde dormait, elle allumait une bougie et écrivait. Elle notait chaque insulte, chaque gifle, chaque fois qu'Isabelle avait été poussée, injuriée, laissée sans manger. Elle écrivait les dates, les heures, les mots exacts qu'ils utilisaient. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait de tout ça, mais elle savait que c'était important. C'était une preuve, c'était la vérité documentée, c'était une arme. Isabelle la vit écrire une nuit et demanda tout bas « Qu'est-ce que c'est, maman ?»« Ce sont des devoirs ?» Marianne sourit légèrement. « Oui, ma chérie, c'est un devoir très important. » Elle ne dit pas que c'était un devoir de survie. Elle ne dit pas qu'elle était en train de construire la chute de ses propres beaux-parents, mot par mot. Le tournant arriva 2 mois plus tard. Isabelle avait une représentation à la petite école du village. Elle devait participer à une saïnette sur l'histoire de Saint François d'Assise. Elle devait jouer un petit oiseau avec des ailes en papier crépon. Elle répéta pendant des jours la seule phrase qu'elle avait à dire. Saint François aimait tous les animaux, car ils étaient créatures de Dieu. Elle la répétait d'une voix chantante en se promenant dans la cour. Marianne promit qu'elle serait là au premier rang pour la regarder. Le colonel et Madame Lourdes dirent aussi qu'ils viendraient. Isabelle fut si heureuse qu'elle serra sa grand-mère dans ses bras pour la première fois depuis des mois. Mais le jour de la représentation, Marianne était seule à l'école, assise sur une petite chaise d'enfant trop petite pour elle, à attendre que ça commence. Les 2 sièges à côté d'elle restèrent vides. Quand les rideaux s'ouvrirent et qu'Isabelle entra sur la petite scène improvisée avec ses ailes de travers, ses petits yeux cherchèrent sa grand-mère et son grand-père dans le public. Son sourire enthousiaste s'effaça peu à peu quand elle ne les trouva pas. Elle dit sa phrase correctement. Saint François aimait tous les animaux car ils étaient créatures de Dieu. Mais sa voix sortit basse et sans vie. Après la représentation, Isabelle demanda « Grand-mère et grand-père sont venus, maman ?» Marianne s'agenouilla devant sa fille et lui prit doucement le petit visage entre ses mains. « Non, ils ne sont pas venus, ma chérie, mais moi je t'ai vue et tu as été parfaite. » Isabelle essaya de sourire, mais ses petits yeux se remplirent d'eau. « Ils ne m'aiment pas, n'est-ce pas, maman ?» La question transperça la poitrine de Marianne comme un poignard. « Ce n'est pas ça, mon amour, » mentit-elle car elle ne savait que dire d'autre. Quand elles rentrèrent à la maison ce soir-là, Antoine et Lourdes étaient sur la terrasse en train de prendre le café, riant, racontant des histoires d'une visite qu'ils avaient rendue à un ami. Ils ne demandèrent même pas comment s'était passée la représentation. Ce fut cette nuit-là, avec Isabelle endormie serrant sa poupée Lily, que Marianne prit sa décision finale. Assez. Elle n'allait plus seulement noter. Elle n'allait plus seulement endurer. Elle allait agir. Elle commença doucement, petit à petit, en observant tout avec un nouveau regard. Elle remarqua qu'Antoine laissait toujours son portefeuille au même endroit sur la table, chaque matin, quand il allait se raser. Elle remarqua que Lourdes laissait son téléphone portable déverrouillé traîner sur le canapé. Elle remarqua les schémas, les horaires, les routines. Qui ils visitaient, avec qui ils parlaient, où ils gardèrent leur argent. Elle se mit à fréquenter la place de l'église, les jours de marché. Elle parlait avec les femmes qui vendaient des légumes, avec le propriétaire de l'épicerie, avec la femme du boulanger. Elle ne disait de mal de personne. Elle écoutait simplement, posait des questions, apprenait qui était important dans la communauté, qui avait de l'influence, qui le colonel et Madame Lourdes tenaient le plus à impressionner. Elle découvrit qu'Antoine visait une place au conseil paroissial, un poste qu'il mentionnait sans cesse avec fierté. Il disait que le père Gérald allait le choisir parce qu'il avait besoin d'un homme sérieux aux commandes. Elle découvrit que Lourdes allait accueillir la prochaine réunion des filles de Marie chez elle, qu'elle planifiait tout depuis des semaines, choisissant la nappe, faisant des listes de gâteaux, tout pour impressionner les autres femmes et montrer qu'elle était l'hôtesse parfaite. C'était à leur trône, et Marianne allait les démanteler brique par brique. Un jeudi matin, alors qu'Antoine était parti à l'étable et que Lourdes était allée faire des courses en ville, Marianne prit le cahier sous le matelas et commença à recopier ses notes au propre. Elle écrivit des lettres détaillées, mais sans signer. Elle raconta tout, les coups, les insultes, l'enfant laissé affamé, la petite fille traitée comme un déchet, la belle-fille utilisée comme une esclave. Elle écrivit d'une belle écriture, sans colère, juste avec des faits et des dates. Chaque lettre fut placée dans une enveloppe Kraft qu'elle avait achetée en cachette avec l'argent qu'elle récupérait des quelques centimes oubliés. Elle sortit à l'aube, avant le lever du soleil, et commença à distribuer les enveloppes. Elle en glissa une sous la porte du père Gérald, en laissa une autre sur le comptoir de l'épicerie
où les hommes se réunissaient pour discuter. En mit une dans le sac de la femme qui coordonnait les filles de Marie. Une autre atterrit chez le président de l'association des habitants. Les lettres arrivèrent comme des fantômes, silencieuses et anonymes, mais avec le poids de la vérité. Le changement ne fut pas immédiat, il se fit progressivement, comme un poison lent. D'abord, ce fut le propriétaire de l'épicerie, qui ne salua pas Antoine avec le même enthousiasme que d'habitude. Puis ce fut la pharmacienne qui tourna la tête quand elle vit Lourdes entrer. De petites choses, de petits signes, des chuchotements qui commencèrent à circuler dans les rues en terre battue du village. Antoine le remarqua mais ne comprit pas. « Les gens sont bizarres », se plaignit-il un soir au dîner. « Ils sont tous jaloux de moi. » Lourdes sentit aussi la différence. Les femmes ne s'arrêtaient de plus pour discuter avec elle après la messe. Les sourires devinrent plus courts, plus faux. « Ce doivent être des ragots de gens qui n'ont rien à faire », dit-elle, mais sa voix trahissait une pointe d'inquiétude. Puis vint le coup de grâce. Marianne apprit par le boulanger que le père Gérald allait annoncer le nouveau membre du conseil paroissial le dimanche. Et le samedi soir, elle prit la dernière enveloppe, la plus détaillée de toutes, avec des photos qu'elle avait prises en cachette. Des images du dos d'Isabelle avec des bleus là où Antoine l'avait poussée contre le mur. Une photo de son propre visage avec la lèvre fendue. Une photo de ses vêtements déchirés. Chaque image avait une légende écrite à la main. « Voici la famille que vous admirez ». L'enveloppe arriva entre les mains du père Gérald le samedi matin. Il la lut, la relut, et le dimanche, quand il monta en chaire pour annoncer le nouveau conseiller, au lieu de prononcer le nom d'Antoine comme tout le monde s'y attendait, il annonça un autre homme, un homme humble, travailleur mais sans le passif du colonel. Antoine se leva au milieu de la messe, le visage rouge de colère. « Comment ça, mon père ?» cria-t-il, oubliant où il se trouvait. « Vous m'aviez promis cette place. » Le père Gérald le regarda avec une expression que Marianne n'avait jamais vue sur personne regardant son beau-père. C'était du mépris. « Les décisions de l'Église sont basées sur le caractère, monsieur Antoine, » dit le prêtre calmement. « Et il semble que certaines informations sur votre caractère me soient parvenues. » L'Église entière se tut. C'était comme si le sol s'était ouvert sous les pieds du colonel. Lourdes tira son mari par la manche. « Allons-nous-en, Antoine » siffla-t-elle entre ses dents. « Tu te couvres de ridicule. » Mais le pire était encore à venir. Le mardi suivant était le jour de la réunion des filles de Marie chez Lourdes. Elle avait tout préparé. La maison brillait de propreté. La table était mise avec la plus belle vaisselle, les gâteaux joliment disposés. Lourdes portait sa plus belle tenue, les cheveux impeccables, attendant l'arrivée des femmes. Quand la première frappa à la porte, Lourdes ouvrit avec un large sourire. Mais la femme n'entra pas. Elle resta sur le seuil tenant un sac. « Je ne pourrai pas rester aujourd'hui, Lourdes, » dit-elle sans la regarder dans les yeux. « J'ai eu un imprévu. » Et elle partit. La deuxième fit de même, puis la troisième, toutes avec de faibles excuses, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la coordinatrice, une vieille dame aux cheveux blancs nommée Madame Alvine. Elle regarda Lourdes avec un mélange de pitié et de dégoût. « Les filles m'ont demandé de te rapporter ça, » dit-elle en lui tendant une enveloppe. « Je pense que tu sais ce qu'il y a dedans. » Et elle partit aussi. Lourdes ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait l'une des photos que Marianne avait distribuées. La photo d'Isabelle pleurant avec le bras, Violette. Au dos était écrit de la même belle écriture, « Cet enfant vit dans cette maison ». Lourdes froissa la photo et la jeta par terre. « Marianne » cria-t-elle. « Marianne, viens ici tout de suite. » Marianne apparut à la porte de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Isabelle était cachée derrière elle, comme toujours. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle d'une voix calme. « Qu'as-tu fait » Lourdes s'avança, mais Marianne ne recula pas. « Je n'ai rien fait » dit-elle en regardant sa belle-mère droit dans les yeux. « J'ai seulement dit la vérité. » Antoine apparut du salon, les yeux injectés de rage. « C'est toi qui as répandu ces mensonges partout » rugit-il. « C'est toi qui as ruiné mon nom dans ce village ?» Marianne laissa enfin un petit sourire s'échapper. « Des mensonges » répéta-t-elle. « Vous appelez ça des mensonges, les marques que vous avez laissées sur mon dos, les hématomes que vous avez laissés sur le bras de votre propre petite fille ?» Antoine serra les poings, mais ne fit pas un pas de plus. Pour la première fois, il hésita. « Personne ne te croira, » dit-il, mais sa voix manquait de conviction. « Personne, » dit Marianne en tenant Isabelle par la main, et ils ont déjà cru. Le silence qui s'abattit sur la maison fut le plus doux que Marianne ait jamais entendu de sa vie.
Les semaines qui suivirent furent remplies d'un silence pesant à l'intérieur de cette maison. Le genre de silence qui crie plus fort que n'importe quelle dispute. Antoine et Lourdes erraient dans les pièces comme des fantômes en colère, évitant de regarder Marianne, évitant de parler à Isabelle. La petite fille avait maintenant peur même de jouer dans la cour, craignant de faire trop de bruit. « Maman, pourquoi grand-père ne me parle plus ?» demanda Isabelle un après-midi, alors qu'elle aidait sa mère à étendre le linge. Le soleil de midi tapait fort sur les paquets de tissus mouillés. Marianne s'arrêta, un drap entre les mains, et regarda sa fille, ses grands yeux innocents attendant une réponse qui ait du sens. « Parfois, les adultes ont besoin de temps pour penser aux choses qu'ils ont faites, » dit-elle, en choisissant ses mots avec soin. « Et penser, ça fait mal, alors il reste silencieux. » Isabelle hocha la tête, mais ne semblait pas convaincue. « Je n'aime pas quand il y a des disputes, » murmura-t-elle en serrant sa poupée Lily. « J'ai peur. » Marianne lâcha le drap et s'agenouilla sur la terre chaude, attirant sa fille près d'elle. « Je sais que tu as peur, mon amour, mais je te promets qu'il ne nous arrivera rien de mal. Maman ne le permettra pas. » Mais au fond d'elle, elle savait que la tempête n'était pas encore passée. C'était juste l'œil du cyclone, ce calme trompeur avant le retour du chaos. La réputation du colonel Antoine dans le village était en lambeaux. Les hommes qui lui retiraient leur chapeau pour le saluer détournaient maintenant le regard quand il passait. L'épicerie, qui était son point de rendez-vous pour jouer au domino et parler politique, était devenue un territoire hostile. Un après-midi, il entra, et le silence tomba sur les tables comme un linceul. « Alors, colonel ?» Le propriétaire essaya de garder une contenance, mais sa voix sonnait faux. « Vous prenez comme d'habitude ?» Antoine s'assit à la table du coin où il s'asseyait toujours, mais personne ne vint le rejoindre. Les autres hommes restèrent à leur table, parlant à voix basse, jetant des regards de côté. Après une demi-heure seul à boire une eau-de-vie qui ressemblait plus à du poison, il se leva et sortit en claquant la porte. Lourdes aussi sentit le froid du rejet. La femme qui coordonnait les filles de Marie passa devant elle sur la place et fit semblant de ne pas la voir. Les autres femmes qui se disputaient autrefois son amitié traversaient maintenant la rue pour ne pas avoir à la saluer. Au marché, quand Lourdes alla acheter des légumes, la vendeuse lui fit payer plus cher. Et quand elle se plaignit, la femme répondit sèchement « C'est le prix si vous n'en voulez pas, ne le prenez pas. » Le venin de l'humiliation publique coulait dans leurs veines et ils ne savaient pas comment l'arrêter. Ce fut à cette époque que le père Gérald se présenta à la porte de la maison. C'était un samedi matin. « Bonjour ma fille », répondit le père Gérald. « Puis-je entrer? J'ai besoin de te parler. » Ils s'assirent à la petite table de la cuisine. Le prêtre but une gorgée, les yeux fatigués mais bienveillants. « Je suis venu parce que j'ai reçu tes lettres, » commença-t-il, « et aussi parce que j'ai parlé à certaines personnes du village. » Marianne sentit son estomac se nouer. « Je ne voulais pas causer de problème, mon père, » dit-elle doucement. « Je voulais juste que quelqu'un sache la vérité. » Il hocha la tête. « Et tu as bien fait, ma fille. Ce qui se passait ici était un grand péché. » Il but une autre gorgée. « Mais maintenant, tu dois penser à la suite. Tu ne peux pas continuer à vivre ici dans ces conditions. » Marianne regarda ses mains. « Je n'ai nulle part où aller, mon père, » admit-elle. « Je n'ai pas de famille ici, pas d'argent de côté. Si je quitte cette maison, je serai à la rue avec ma fille. » Le père Gérald soupira. « Je m'en doutais, dit-il. C'est pourquoi je suis venu te faire une proposition. » Il expliqua que la paroisse possédait une petite maison au fond du terrain de l'église. « Tu peux y vivre quelque temps, » offrit-il. « Ce n'est pas le grand luxe, juste 2 petites pièces et une salle de bain, mais c'est à toi si tu le veux, sans payer de loyer, jusqu'à ce que tu t'organises. » Marianne sentit les larmes monter. « Mon père, je ne sais pas comment vous remercier, » réussit-elle à dire. « Tu as été courageuse d'exposer ce qui n'allait pas. Maintenant, nous devons t'aider à recommencer. » Il se leva. « Mais il y a une chose, » dit-il devenant sérieux. « Avant de partir d'ici, tu dois avoir une conversation avec le colonel et Madame Lourdes. Tu dois leur faire comprendre que tu n'accepteras plus ce traitement et que s'ils tentent quoi que ce soit contre toi ou la petite, tout le village le saura. » Marianne déglutit. L'idée de les affronter directement lui donnait des sueurs froides. Mais elle hocha la tête. « Je le ferai, » promit-elle. Ce soir-là, pendant le dîner silencieux, Marianne prit une profonde inspiration et parla. « Je quitte cette maison. » Les mots tombèrent sur la table comme des pierres. Antoine arrêta de mâcher. Lourdes leva les yeux de son assiette. Isabelle serra la main de sa mère sous la table. « Comment ça ?» dit Antoine lentement. « Tu vas où ? Tu n'as rien.
Tu n'as personne. » Sa voix essayait d'être menaçante, mais ne sortit que fatiguée. « Je vais vivre dans la maison de la paroisse, » répondit Marianne, gardant sa voix ferme. « Le père Gérald nous a offert un endroit, à Isabelle et à moi. » Lourdes laissa échapper un rire amer. « Ah, alors maintenant tu es la protégée de l'Église ?»« C'est beau, ma fille, c'est beau, dit-elle avec venin. Tu vas vivre de la charité maintenant. Élever ta fille comme une mendiante. » Marianne se leva. « Mieux vaut l'élever comme une mendiante que de l'élever en la laissant se faire battre, » dit-elle en regardant sa belle-mère droit dans les yeux. « Mieux vaut demander de l'aide que d'avaler des humiliations tous les jours. » Antoine frappa la table de sa main, faisant sursauter les assiettes. « Tu n'emmèneras ma petite fille nulle part, » cria-t-il. « Cette fille reste ici. » C'est là que Marianne sentit toute la rage accumulée des années monter. « Ta petite fille » faillit-elle rire. « Tu ne l'as jamais traitée comme ta petite fille. Tu l'as toujours traitée comme un fardeau, comme un déchet. Et maintenant tu fais semblant de t'en soucier. » Elle prit Isabelle par la main. « Nous partons demain matin, et si vous essayez de nous en empêcher, si vous levez la main sur moi ou sur elle, je jure que j'irai au commissariat de la ville et que je raconterai tout à nouveau, mais cette fois avec un dépôt de plainte. » Le silence revint, mais il était différent. Ce n'était pas le silence de la peur, c'était le silence de la défaite. Antoine et Lourdes savaient qu'ils avaient perdu. « Va-t'en » dit enfin Lourdes, la voix basse et pleine d'amertume. « Va-t'en et ne reviens jamais. Je ne veux plus jamais voir ton visage ici. » Marianne hocha la tête. « Ne vous inquiétez pas, dit-elle. Vous ne le reverrez pas. » Cette nuit-là, elle et Isabelle firent leur sac. Quelques vêtements, la poupée Lily, le cahier de notes que Marianne gardait comme un trésor, une vieille photo de son défunt mari, le père d'Isabelle. « On sera heureuse dans la nouvelle maison, maman ?» demanda Isabelle. « Oui, mon amour, promit Marianne. Ce sera différent. Ce sera à nous. » Quand le soleil n'était pas encore levé, elles sortirent par la porte de derrière. Marianne jeta un dernier regard à ces murs qui gardaient tant de douleur et ne sentit pas de tristesse, mais un soulagement immense. Elles marchèrent sur la route de terre, les premiers rayons de soleil peignant le ciel. La maison de la paroisse était en effet petite, mais elle avait une porte qui fermait, des fenêtres qui laissaient entrer le vent, et personne à l'intérieur pour crier, frapper ou humilier. « C'est parfait », dit Marianne quand le père Gérald leur ouvrit la porte. Dans les jours qui suivirent, des femmes du village apparurent avec des cadeaux, des casseroles, des draps, un sac de riz. « C'est pour vous aider à commencer », disait-elle. Marianne réalisait maintenant qu'il y avait de la bonté dans le monde. Mais la paix fut de courte durée. Une semaine après leur déménagement, Antoine se présenta. C'était en fin d'après-midi. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle en gardant la porte entr'ouverte. Antoine avait l'air plus vieux, les épaules voûtées. « Je suis venu chercher la petite, dit-il. « C'est ma petite fille. Elle doit rentrer à la maison. » Marianne sentit la rage revenir. « Non, elle ne rentrera pas, dit-elle fermement. Isabelle reste avec moi. Et vous n'avez plus aucun pouvoir sur... nous. » Il fit un pas en avant, mais Marianne ne recula pas. « Tu as détruit ma vie, dit-il, et pour la première fois, sa voix se brisa. « Tout le monde au village me traite comme un déchet, tout ça à cause de toi. » Marianne dut user de toute sa force pour ne pas lui rire au nez. « À cause de moi ?» répéta-t-elle incrédule. « J'ai seulement dit la vérité. Si on vous traite comme un déchet, c'est parce que vous vous êtes comporté comme un déchet. » Ses mains tremblaient. Il voulait frapper, mais il ne pouvait pas. « Partez d'ici, dit Marianne, et ne revenez plus. » Antoine resta un instant, puis tourna les talons et s'en alla en boitant, plus vieux et plus petit à chaque pas. Le prêtre vint leur rendre visite le lendemain. Ah, il apportait des nouvelles. « Le colonel dit partout que tu as kidnappé sa petite fille, » raconta-t-il avec inquiétude. Il essaie de retourner l'histoire. Marianne sentit son sang se glacer. « Et il peut faire ça? Il peut me prendre Isabelle ?» Le prêtre soupira. « Il peut essayer, admit-il. Mais ce sera difficile après tout ce qui a été révélé, surtout avec la communauté de ton côté. Mais je pense que tu dois prendre une mesure légale. Aller au tribunal de la ville, parler à un avocat de l'aide juridictionnelle, garantir ta garde officielle de la petite. » L'idée faisait peur à Marianne, mais elle regarda Isabelle et sut qu'elle n'avait pas le choix. 3 jours plus tard, Marianne prit le bus pour la ville voisine avec Isabelle, endormie sur ses genoux. Au tribunal, un vieux bâtiment aux murs jaunes délavés, elle réussit à parler à une avocate de l'aide juridictionnelle, une jeune femme nommée Maître Fabienne. « Racontez-moi ce qui s'est passé, » demanda-t-elle.
Et Marianne raconta tout à nouveau. « Vous avez fait ce qu'il fallait en partant de là, » dit l'avocate quand Marianne eut terminé. « Et je vais vous aider à officialiser la garde de votre fille. Nous allons également demander une ordonnance de protection pour que votre beau-père ne puisse pas s'approcher de vous. » Pour la première fois depuis longtemps, Marianne sentit qu'elle avait quelqu'un de vraiment de son côté. Elles rentrèrent au village de nuit. En chemin, Marianne vit une silhouette devant la porte. C'était Madame Constance, la femme du boulanger. « Marianne, Dieu merci, » dit-elle soulagée. « J'attendais pour te prévenir. Lourdes a passé la journée à faire du porte-à-porte, à dire du mal de toi, que tu étais folle, que tu avais volé sa petite fille. » Marianne sentit la fatigue peser sur ses épaules. « Je m'en doutais, » murmura-t-elle. « Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne m'auront pas détruite. » Madame Constance lui prit les mains. « Non, » dit-elle fermement. « Tu n'as détruit personne. Tu as seulement montré qui ils étaient vraiment. Et quant aux femmes qui croient les mensonges de Lourdes, laisse-moi faire. Je vais leur parler. » Cette nuit-là, Marianne s'assit au bord du lit et regarda le ciel étoilé. Elle était fatiguée, mais elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. La lutte était loin d'être terminée. Elle prit son vieux cahier et commença à écrire à nouveau. Cette fois, ce n'était pas sur le passé, mais sur l'avenir. « Nous allons y arriver », écrivit-elle sur la dernière ligne. « Peu importe ce qu'ils essaieront, nous allons y arriver. » Les mois suivants furent un mélange de renouveau et de batailles constantes. Marianne trouva du travail chez une veuve, Madame Hélène. Elle nettoyait la maison 3 fois par semaine et gagnait 10 € par jour. C'était peu, mais c'était à elle. Isabelle allait mieux à l'école. « Votre fille est plus joyeuse », lui dit l'institutrice Madame Dubois, mais la paix était fragile. Antoine se mit à apparaître près de l'école à l'heure de la sortie. Il restait de l'autre côté de la rue, une menace silencieuse. Lourdes, quant à elle, continuait sa campagne de diffamation, semant le doute dans l'esprit des plus crédules. Le village était divisé. Un mardi après-midi, alors que Marianne était au travail, Isabelle arriva en courant, le visage en larmes. « Maman, aide-moi » cria-t-elle. C'est grand-mère. Elle est venue à l'école. Elle a dit à Madame Dubois qu'elle venait me chercher, que tu avais donné la permission. Le sang de Marianne se glaça. Madame Dubois a failli la laisser faire, sanglota Isabelle. Mais j'ai crié, j'ai dit que je ne voulais pas y aller. Alors elle est partie, mais elle était très en colère, maman. Elle a dit que tu es une menteuse. La fillette regarda sa mère avec de grands yeux effrayés. C'est vrai, maman, tu as inventé des choses? La question fit plus mal que n'importe quelle ceinture. Non, mon amour, dit Marianne en lui prenant le visage entre ses mains. Je n'ai rien inventé. Tout ce que j'ai dit était vrai. Tu te souviens des fois où grand-père a été méchant avec nous? Isabelle hocha lentement la tête. « Je me souviens, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, Marianne alla voir le père Gérald. « Je n'en peux plus, mon père, » dit-elle en laissant enfin ses larmes couler. « Je fais tout bien, mais il ne s'arrête pas. » Le prêtre la laissa pleurer. « Marianne, » dit-il calmement, « ta force est mise à l'épreuve, et tu réussis. Mais maintenant, tu as besoin de quelque chose de plus fort que des mots. Tu as besoin de la loi. » Il lui expliqua que maître Fabienne préparait une audience pour dans 3 semaines au tribunal. Elle devrait tout raconter à nouveau, cette fois devant un juge. Et Antoine et Lourdes seraient là. Ce sera difficile, admit le prêtre, mais c'est la seule façon de garantir la garde d'Isabelle et d'obtenir une ordonnance de protection définitive. Les 3 semaines jusqu'à l'audience furent les plus longues de la vie de Marianne. Elle dormait à peine, hantée par des cauchemars. Le jour J, le ciel était gris comme du plomb. Marianne et Isabelle prirent le bus tôt, accompagnées de Madame Constance, de 2 autres femmes et du père Gérald. Au tribunal, maître Fabienne les attendait. « Tout ira bien, » dit-elle à Marianne. « Nous avons un dossier solide. » Elles entrèrent dans la salle d'audience, petite et froide. Au fond, déjà assis, se trouvaient Antoine et Lourdes, essayant de paraître respectables. Le juge entra, un homme d'une 50aine d'années à l'air sérieux. Maître Fabienne commença par présenter les preuves, les photos, les lettres. Le juge regardait tout en silence. « Madame Marianne, » appela-t-il, « pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé avec vos propres mots ?» Marianne se leva, les jambes tremblantes, et commença son récit. Sa voix gagna en assurance à mesure qu'elle parlait, car c'était la vérité. « Et comment vous sentez-vous maintenant, loin de vos beaux-parents » demanda le juge. « Je me sens libre, » répondit Marianne sans hésiter. « Pour la première fois de notre vie, ma fille et moi pouvons respirer. » Puis ce fut au tour d'Antoine. « Votre honneur, tout cela est un mensonge, » dit-il d'une voix posée. « Je n'ai jamais levé la main sur elle. Elle veut nous escroquer. »
Lourdes parla aussi, versant de fausses larmes. Mais le juge n'avait pas l'air convaincu. Il appela les témoins un par un. Madame Constance raconta les cris et les blessures. Le père Gérald parla des lettres. L'institutrice, Madame Dubois, décrivit le changement chez Isabelle. Avant, elle était effacée, effrayée. Maintenant, c'est une enfant normale. Et puis le juge appela Isabelle. « Ma puce, je peux te poser quelques questions ?» dit-il doucement. Isabelle s'approcha. « Tu aimes vivre avec ta maman ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Isabelle tout bas. « Pourquoi ? Parce que là-bas, personne ne crie sur moi. Personne ne me fait de mal. Je peux jouer sans avoir peur. » Le juge hocha la tête. « Et as-tu peur de tes grands-parents » Isabelle ne répondit pas avec des mots. Elle hocha simplement la tête. C'était suffisant. Le juge demanda une suspension de séance de 15 minutes. Ce furent les 15 minutes les plus longues de la vie de Marianne. Quand le juge revint, il commença à lire sa décision. Au vu des preuves présentées et des témoignages recueillis, il est évident que la mineure Isabelle a subi des mauvais traitements alors qu'elle résidait chez ses grands-parents, dit-il d'une voix claire. Les photographies, les récits, les témoins, tout corrobore la version de la mère. Marianne sentit son cœur s'emballer. Par conséquent, j'accorde la demande de garde exclusive en faveur de Marianne, continua le juge. Et j'émets une ordonnance de protection interdisant aux grands-parents de s'approcher à moins de 200 mètres de l'enfant et de la mère, sous peine d'emprisonnement. Il frappa de son marteau. L'audience est levée. Marianne ne put se retenir. Les larmes coulèrent à flots. Elle serra Isabelle dans ses bras si fort que la petite peinait à respirer. « On a gagné, murmura-t-elle. On a gagné, ma fille. » De l'autre côté de la salle, Antoine sortit en tapant des pieds, suivi de Lourdes, pleurant cette fois de vraies larmes, des larmes de défaite. Sur le chemin du retour, le bus semblait plus léger. Le ciel s'était dégagé et un soleil radieux brillait. Isabelle dormait sur les genoux de sa mère, un petit sourire aux lèvres. Marianne regardait par la fenêtre le paysage de la campagne passée, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit quelque chose qui ressemblait à un véritable espoir. Les mois qui suivirent l'audience furent une période de reconstruction. Marianne travaillait plus et l'argent, bien que modeste, lui apportait la dignité. Isabelle s'épanouit. Elle se fit des amis, ramenait des dessins de l'école pleins de fleurs et de soleil. Mais la blessure n'était pas complètement refermée. Isabelle faisait encore des cauchemars. Quant à Antoine et Lourdes, ils étaient devenus des parias dans le village. Leur maison, autrefois pleine de vie, était maintenant silencieuse et vide. Madame Constance raconta avoir vu Lourdes au marché, l'air complètement abattu. Marianne ne ressentit ni pitié ni joie, juste de l'indifférence. Un samedi après-midi, Lourdes se présenta devant la petite maison. Elle resta derrière la clôture, à cause de l'ordonnance de protection. « Que voulez-vous » demanda Marianne. « Je suis venue te parler » dit Lourdes d'une voix rauque. « J'ai besoin d'une faveur. » Marianne faillit rire. « Une faveur ? Vous voulez une faveur de ma part ?» Lourdes déglutit. « Antoine est malade. Son cœur est faible. Le médecin a dit qu'il ne tiendrait peut-être pas longtemps. On n'a personne, Marianne. On a besoin d'aide. » C'était étrange de voir cette femme si hautaine, si sûre d'elle, mendier de l'aide. « Et que croyez-vous que je vous doive ?» demanda Marianne, la vieille colère refaisant surface. « Après tout ce que vous m'avez fait ?» Lourdes la regarda enfin et dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau, le regret. « Je sais qu'on a eu tort, dit-elle doucement. Je sais qu'on a été cruel. » Marianne sentit quelque chose bouger en elle. Pas de la pitié, mais la conscience que ces deux personnes, autrefois toutes puissantes, étaient maintenant brisées. « Je ne peux pas vous aider, » dit finalement Marianne. « Je ne peux pas. Je porte encore les cicatrices. Isabelle fait encore des cauchemars. Je ne peux pas simplement oublier. » Lourdes hocha lentement la tête. « Je comprends, » dit-elle. En partant, elle se retourna. « Je suis désolée, Marianne. Vraiment désolée. » Et elle s'en alla. Ce soir-là, Marianne en parla au père Gérald. « Le pardon est une chose compliquée, » dit-il. « Pardonner ne veut pas dire oublier, ni faire à nouveau confiance. Tu n'es pas obligé d'aider ceux qui t'ont fait du mal. Ils ont causé leur propre souffrance par leur choix. Toi, tu t'es simplement protégé. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. » Et c'est ce que Marianne décida de faire, continuer d'avancer. 2 semaines plus tard, la nouvelle tomba. Antoine était décédé d'une crise cardiaque. L'enterrement eut lieu avec peu de monde. Marianne n'y alla pas. Elle resta à la maison avec Isabelle, et ensemble, elles firent un gâteau riant de bêtises. Ce n'était pas un manque de respect. C'était le choix de ne plus laisser cet homme avoir de place dans leur vie.
Les mois se transformèrent en années. La vie s'installa d'une manière que Marianne n'aurait jamais cru possible. Isabelle grandit, perdit ses dents de devant. Un jour, près de 3 ans après l'audience, Lourdes se présenta à nouveau à leur porte. Elle était méconnaissable, le visage creusé, les cheveux complètement blancs. « Je quitte le village », dit-elle. « Je vais vivre avec une cousine à la grande ville. Je suis venue t'apporter quelque chose. » Elle tendit une enveloppe jaunie. « Ce sont des photos d'Isabelle quand elle était bébé. Des photos que j'ai prises avant que tout aille mal. » Marianne ouvrit l'enveloppe. Il y avait une dizaine de photos. Sur certaines, on voyait son défunt mari, Marcel, le fils de Lourdes. « J'ai pensé que tu les voudrais, » dit Lourdes. « Pour qu'Isabelle ait un souvenir de son père. » C'était un petit geste, mais significatif. « Merci, » dit Marianne, et cette fois, c'était sincère. Lourdes hocha la tête. « Prends soin de toi, Marianne, dit-elle. Tu es une femme forte, plus forte que je ne l'ai jamais été. » Et elle partit pour la dernière fois. Les années continuèrent de passer. Isabelle entra dans l'adolescence, une jeune fille belle et intelligente. « Je vais aller à l'université, maman, » disait-elle. « Je serai avocate pour aider les femmes qui ont vécu ce que nous avons vécu. » La petite maison de la paroisse était devenue un vrai foyer. Elles plantèrent des fleurs dans le jardin. Marianne n'est jamais devenue riche, mais son travail honnête permettait à Isabelle d'étudier. Un soir, alors qu'Isabelle avait 15 ans, elles étaient assises sur le perron regardant les étoiles. « Maman, dit Isabelle, tu regrettes quelque chose ?»« Je regrette d'avoir mis si longtemps à réagir, » dit Marianne honnêtement. « Je regrette de t'avoir laissé voir tant de choses horribles. » Isabelle posa sa tête sur l'épaule de sa mère. « Mais tu m'as sauvée, dit-elle. Tu m'as sorti de là. C'est ça qui compte. » La vengeance qu'elle avait planifiée des années plus tôt n'avait pas été faite de cris ou de violence, mais de vérité et de persévérance. Elle avait démantelé brique par brique l'empire de mensonges qu'Antoine et Lourdes avaient construit. Eux avaient ensemé la douleur et récolté la solitude. Marianne, elle, avait semé le courage et récolté le respect. 15 ans passèrent. Isabelle avait maintenant 21 ans. Diplômée en droit, travaillant à l'aide juridictionnelle. Marianne avait acheté un petit terrain et construit une maison simple, avec un grand jardin fleuri comme elle l'avait promis à Isabelle. Un samedi matin, une jeune femme frappa à leur porte. Elle avait un bébé dans les bras et un œil au beurre noir. « C'est vous, Madame Marianne ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Elle raconta une histoire familière. Mari violent, peur de porter plainte. Marianne l'écouta, lui servit un café. « Je vais t'aider, dit-elle. Mais c'est toi qui dois faire le premier pas. » Isabelle s'approcha. « Je suis avocate, dit-elle gentiment. Je peux m'occuper des démarches légales. » La jeune femme les regarda, mère et fille, et y vit la preuve vivante qu'il était possible de vaincre. Ce soir-là, c'était la fête du village. Les gens saluaient Marianne et Isabelle avec chaleur et respect. À un moment, Isabelle monta sur la petite scène. « Je voudrais juste te remercier, » commença-t-elle d'une voix claire et forte. « Cette communauté qui nous a accueillis, ma mère et moi, quand nous en avions le plus besoin. » Elle chercha Marianne dans la foule. « Et surtout, je veux remercier ma mère, la femme la plus courageuse que je connaisse, qui m'a appris qu'on peut se battre et qu'on peut gagner. » Toute la place applaudit. Plus tard, en rentrant chez elle sous la lune pleine, Marianne songea que si elle pouvait retourner en arrière, elle dirait à cette femme brisée à genoux sur le sol de la cuisine « Tiens bon encore un peu, ça fait mal maintenant, mais ça passera. » Et de l'autre côté de la douleur, il y a la vie, la liberté, l'amour. Tiens bon, ça en vaut la peine. Elle regarda Isabelle qui s'était endormie sur une chaise de la terrasse et ressentit une immense gratitude pour cette enfant devenue femme, pour cette maison devenue foyer, pour cette vie qui avait failli ne pas exister. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres histoires de courage et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Où que vous soyez, sachez qu'il y a toujours de l'espoir, toujours un nouveau départ. L'histoire de Marianne et Isabelle en est la preuve. Fin de l'histoire. Et ainsi s'achève le parcours d'une mère qui a transformé la douleur en force, l'humiliation en dignité et la peur en courage, qui a enseigné à sa fille que personne n'a le droit de briser notre âme, qui a montré au monde que la vengeance n'a pas besoin d'être violente pour être juste. Parfois, la vengeance consiste simplement à survivre, à prospérer et à bien vivre malgré tous les efforts de ceux qui ont tenté de nous détruire. Que la vérité trouve toujours son chemin. Que chaque cicatrice raconte l'histoire d'une bataille et que chaque bataille gagnée nous rend plus forts. Que l'amour entre une mère et sa fille peut résister à n'importe quelle tempête et qu'à la toute fin,
Quand on regarde en arrière, on se rend compte que chaque larme, chaque douleur, chaque instant de peur en valait la peine. Car ils nous ont menés jusqu'à ce moment de paix, de liberté, de vie pleine. Et ça n'a pas de prix. Ça, personne ne peut nous l'enlever.